Ya, Güneş'e milletine sotero kolla takella. Bonjour aux camarades qui organisent le meeting. Nous sommes des membres de Lutte révolutionnaire, Paula Roupas et Nikos Maziotis. Nous sommes en ce moment en liberté provisoire parce que nous avons passé 18 mois en prison, ce qui est le maximum légal en Grèce, pour une détention sans jugement. Nous pensons que chaque meeting de solidarité internationale renforce les liens de solidarité entre les révolutionnaires. Ce sont des initiatives qui aident que l'internationalisation de la lutte révolutionnaire, et cette internationalisation est pour nous un principe. L'histoire de l'organisation Lutte révolutionnaire est liée à l'anarchisme. Nous étions et nous sommes encore tous des anarchistes. Nous étions dans le mouvement anarchiste bien des années avant de créer l'organisation. Et nous nous référons au grand mouvement historique et international de l'anarchisme. La création de l'organisation Lutte révolutionnaire répondait à la nécessité politique d'avoir une organisation armée, avec une continuité, et qui pouvait politiquement intervenir dans ce sens. On voyait qu'il était très important de propager le principe de la révolution et de l'action armée. Nous voulions que cela soit socialisé le plus largement possible. Nous pensions qu'il était important de faire exister cette nécessité. Pourquoi ? Parce que la socialisation du combat révolutionnaire et de la contre-attaque militaire prolétarienne est un long processus. Cela ne doit pas apparaître seulement quand la société explosera ou quand il y aura une insurrection générale, et cela n'apparaîtra pas sans un processus de maturation sociale. Voilà quel était pour nous le premier but de l'organisation. La deuxième raison, c'était que pendant la période où l'organisation a commencé son action, la répression policière était très présente. Il y avait eu l'offensive de l'État contre les organisations armées, qui s'était traduite par l'arrestation des membres de l'organisation 17 novembre et de LA. Et nous avions été interpellés par cette situation, que nous trouvions très importante. Et avec l'existence et la pratique de lutte révolutionnaire, nous avons renversé la tendance. Lutte révolutionnaire avait répondu à la victoire de l'État sur les organisations armées en Grèce. Au même niveau, lutte révolutionnaire répondait au discours des forces politiques institutionnelles qui disaient que la lutte armée était quelque chose d'insensé. En troisième lieu, la répression policière de l'État était dans sa généralité de guerre contre le terrorisme international, était devenue de plus en plus forte. C'est en fait une guerre qui est apparue en Grèce et qui est devenue de plus en plus forte en raison de l'organisation des Jeux olympiques à Athènes. Pour comprendre l'histoire de l'organisation, il faut l'approcher avec les conditions économiques, politiques et sociales à travers lesquelles l'action de l'organisation s'est développée au début des années 2000. Lutte révolutionnaire s'est constituée en 2003. En premier lieu, il y avait la guerre contre le terrorisme, enclenchée par les États-Unis en 2001 après les attentats à New York et à Washington. En deuxième lieu, il y avait la généralisation de la mondialisation dans laquelle la Grèce avait pris place. La Grèce introduisait des politiques néolibérales et l'organisation y a répondu. Donc, un axe pour l'organisation, c'était la guerre contre le terrorisme, et l'autre axe, c'était les politiques néolibérales.
Pour nous, la guerre contre le terrorisme et la dictature des marchés, qui étaient en train de se développer à cette période, étaient les caractéristiques politiques et économiques de la mondialisation. On peut diviser l'action de l'organisation en deux périodes. La première va de 2003 à 2007. Elle a comme axe la guerre contre le terrorisme et les politiques néolibérales. La deuxième va de 2007 jusqu'à nos arrestations en 2010. Son axe était la crise économique qui se déroule en Grèce depuis 2008. Les buts de l'organisation pendant sa première période étaient les procès. Ainsi, par exemple, le premier attentat a eu lieu pendant le procès de l'organisation 17 novembre et la cible était les tribunaux et les commissariats de police. Ensuite, l'attentat contre le ministère du Travail et de l'Économie était une réponse à la politique néolibérale du ministre de l'époque qui voulait abroger la journée de 8 heures de travail. C'était une politique dirigée contre les travailleurs qui donnait le droit aux patrons de licencier davantage. Le deuxième attentat contre ce ministère était une réponse au vote du budget par le gouvernement Karamanlis. C'était un budget qui coupait les dépenses publiques liées aux politiques néolibérales de cette période. Ensuite, il y a eu l'attaque de 2006 contre l'ancien ministre de l'Ordre public Voulgarakis. Ce ministre était en activité pendant la première période dont j'ai parlé, une période qui se caractérisait par une répression policière de plus en plus présente. C'est la période des Jeux Olympiques de 2004 où, par exemple, il y avait des violences contre des immigrés, des tortures contre des immigrés afghans dans les commissariats. Un système de contrôle et de surveillance était mis en place avec 500 caméras placées dans les rues d'Athènes. Il y avait eu aussi les enlèvements de Pakistanais, après les attentats à Londres de 2005, à la demande du gouvernement britannique, avec la coopération de la sûreté de l'État grec et du gouvernement grec. Il y avait eu aussi le scandale des écoutes téléphoniques qui étaient liés à la sécurité des Jeux Olympiques, suite aux pressions du gouvernement et de l'ambassade des États-Unis. C'est donc pour répondre à ces actes du ministre que l'organisation a fait le choix de mener une grande attaque contre lui. Une action importante a été celle contre l'ambassade américaine de juin 2007. Ce sont les États-Unis qui avaient impulsé les deux législations antiterroristes en Grèce en 2001 et en 2004. C'était les États-Unis qui avaient donné l'ordre de faire les écoutes pendant la période des Jeux Olympiques et ces écoutes ont continué pendant encore une année. C'était les États-Unis qui avaient utilisé la Grèce comme base pour la guerre contre l'Irak en 2003. On peut donc conclure qu'à cette période, la première période de l'action de l'organisation, cette attaque était vraiment importante contre la guerre contre le terrorisme, que les États-Unis avaient initiée dans le monde entier. Après cela, il y a eu les attaques contre les commissariats de police, par exemple en 2007, juste après l'attaque contre l'ambassade américaine, à un moment où il y avait des affrontements entre des manifestants et des policiers dans le centre d'Athènes, à cause d'une loi sur l'éducation liée à la politique néolibérale du gouvernement Karamanlis. En 2008, quand la crise économique est arrivée en Grèce, nous avons repensé notre stratégie et nous avons attaqué des structures du capital national et international. Jusqu'au début de l'année 2008, toute la propagande parlait du mythe d'une Grèce forte, d'une économie grecque forte, de la Grèce comme membre de l'Union européenne et de la zone euro. Et nous luttions contre cette propagande et contre ce mythe. On disait qu'il n'y avait pas une Grèce forte, qu'il n'y avait pas une économie forte et qu'il y avait une possibilité d'une crise économique et les conséquences seraient très graves. Cela s'est confirmé après 2009 et nous, en tant que lutte révolutionnaire, on parlait de cela dès 2005, lors des deux attaques contre le ministère du Travail et de l'Économie. Quand la crise économique est venue en Grèce, on avait déjà voulu attaquer la bourse, mais on a dû annuler l'action quand il y a eu l'assassinat de Grigoropoulos le 6 décembre 2008. Nous avons fait le choix de riposter contre la police et après nous avons poursuivi cette stratégie en menant de grandes attaques contre les commissariats, en utilisant de grandes quantités d'explosifs et contre des structures du système comme Citibank. L'organisation avait choisi d'attaquer le siège central de la banque, mais après l'échec de l'attaque contre le siège central, il y a eu une attaque contre une agence de la Citibank. Ensuite, il y a eu l'explosion de l'Eurobank, qui est une très grande banque grecque. Et en septembre 2009, il y a eu la dernière attaque contre la bourse. En tant qu'organisation, bien avant la crise économique, nous avions dit que la Grèce allait être touchée par une crise et qu'il y aurait des conséquences importantes. Nous l'avions prévu et cela s'est confirmé. À partir des élections de 2009, quand il y a eu le changement de la nouvelle démocratie au Parti socialiste, que celui-ci allait mener une politique dirigée par l'Union européenne et le FMI et lancer le programme que l'on connaît maintenant, celui de la Troïka, qui consiste à voler la société. C'est la plus grande des redistributions de la richesse du bas vers le haut de l'échelle sociale.
Je crois que jusqu'à un certain point, l'organisation avait vu juste dans son analyse, et plus encore dans cette période de crise mondiale. Fundas était un anarchiste. Il venait du courant anarchiste comme nous tous de lutte révolutionnaire. Depuis plusieurs années, avant lutte révolutionnaire, il participait à beaucoup d'actions du mouvement anarchiste, telles que des manifestations, des occupations. Il a participé à des groupes qui faisaient des attentats. Nous avons été arrêtés ensemble lors de l'occupation de l'école polytechnique en novembre 1995, quand la police a arrêté 500 personnes. Lambros Fundas a été tué. Il s'est fait intercepter au moment où nous avions comme stratégie de combattre la crise économique en réalisant le sabotage de plans de sauvetage de l'économie par le gouvernement il y a 2 ans, parce qu'on avait vu que la Grèce allait être sous l'emprise des organismes internationaux. La fusillade à Daphne du 10 mars 2010 est survenue lors de la préparation d'une action de lutte révolutionnaire pour saboter ces plans. Pour nous, c'est un symbole de la lutte contre l'élite internationale, un symbole de lutte pour le renversement du capitalisme et pour la révolution sociale. Les difficultés objectives et subjectives sont liées. En réalité, l'organisation a commencé dans une période difficile pour le mouvement et la lutte armée. J'ai déjà parlé de ces difficultés, de ce climat produit par la répression contre les organisations armées de cette époque, du climat de terreur qui en résultait. C'était une période où il n'y avait pas seulement du scepticisme envers le choix de la lutte armée, mais où il y avait un rapport négatif à la lutte armée, en raison de la propagande de l'État qui s'incarnait dans la répression policière et dans les arrestations. C'était un des plus sombres moments pour le mouvement révolutionnaire en Grèce. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en réalité, le principe de la lutte armée porte en lui le principe de la révolution. Et la politique de répression policière à cette période, avec les arrestations, avec la propagande de l'État contre la lutte armée, visait la diabolisation de la révolution. Alors nous, en tant que lutte révolutionnaire, nous devions répondre à cela, et par notre nom, et par notre choix de lutte. C'était la réponse. L'action révolutionnaire et la lutte armée visant la révolution n'étaient pas finies, elles continuaient. Par rapport aux difficultés subjectives, clairement subjectives, nous avions l'objectif d'être autonomes. Cela signifie que nous n'avions aucune connaissance technique et que nous n'avons reçu aucune aide politique, de personne. On a commencé à zéro, tout seul. Notre seul point de départ était nos idées politiques, l'expérimentation à travers le mouvement qui, en réalité, a pris forme dans l'organisation lutte révolutionnaire. Ce que je dis sur l'autonomie, c'est une réalité. C'est une erreur de dire qu'il faut avoir un grand savoir-faire pour commencer la lutte armée. C'est vraiment erroné. Ce qu'il faut, c'est la conviction politique. Et cela, aucune difficulté ne peut l'abattre. Quand cette conviction a des bases solides, tu peux surmonter les difficultés. Je crois qu'il est important d'avoir des bases politiques sur lesquelles tu peux compter et aussi un plan politique sur lequel se baser pour se développer, pour avancer et surmonter les difficultés que tu rencontres en chemin. Une difficulté objective pour certains d'entre nous, comme pour moi et pour un autre camarade. J'avais été arrêté et condamné pour la pose d'explosifs au ministère du Progrès en 1997. Cette action était une action de solidarité avec la lutte d'une communauté contre l'implantation d'une multinationale. J'ai fait 3 années et demie de prison et après ma libération en 2001, on était par moments surveillé par les services de renseignement de l'État. On a découvert après nos arrestations qu'il y a eu une période où nous n'étions pas seulement surveillés par l'agence antiterroriste, mais aussi par la sûreté de l'État et par l'IYP. En général, après l'attaque de l'organisation contre l'ambassade américaine de 2007, la surveillance autour de nous était plus asphyxiante. Mais indépendamment des difficultés objectives et les problèmes posés, uniquement parce que nous avions la volonté et la détermination de continuer, nous n'avons pas baissé les bras devant ces difficultés. Nous avons continué la lutte. Par rapport au premier point de la question, les classes sociales en Grèce telles qu'elles étaient avant la crise, parce qu'après la crise systémique internationale, la situation a changé radicalement. Donc, avant la crise systémique, en Grèce, la classe majoritaire était la classe moyenne.
Cette classe était la colonne vertébrale sur laquelle, à cette période, se fondait le compromis politique néolibéral. De plus, la classe moyenne et la bourgeoisie étaient en train de s'enrichir grâce à la globalisation. Il y avait aussi une partie de la population qui formait la plus pauvre classe sociale, mais en Grèce, ce n'était pas le prolétariat ouvrier, parce que nous n'avons pas connu l'industrialisation. La plus grande majorité de la classe ouvrière était des personnes travaillant à mi-temps, des travailleurs qui avaient un petit salaire et dont un grand pourcentage était au chômage avant la crise systémique. Un pourcentage que l'on ne peut pas estimer parce que l'État donnait des chiffres de chômage falsifiés en ne comptant pas, par exemple, les chômeurs de longue durée. Quand la crise systémique internationale s'est déclenchée, la situation de la structure des classes sociales a changé radicalement. Comme on le sait, le rôle international de la Grèce dans la division internationale du travail était en réalité la création d'un nouveau petit marché qui devait absorber les marchandises produites en Europe du Nord. Et ce modèle économique était basé sur le crédit. Quand la crise systémique internationale s'est déclenchée, il n'y a plus eu de fonds et tout ce modèle s'est effondré. Donc, en très peu de temps, toute la structure des classes sociales en Grèce a radicalement changé. En réalité, c'est la classe moyenne qui a été la plus touchée et qui a été mise à l'écart. Elle se prolétarise et se marginalise, sans plus avoir la possibilité de s'intégrer au système. La classe moyenne est déjà touchée et c'est pour cela qu'il y a des réactions de sa part. Quant aux petits salariés, ils sont déjà en majorité marginalisés. Les politiques d'austérité très dures imposées par la Troïka, c'est-à-dire par le FMI, la Banque centrale européenne et l'Union européenne, avec lesquels ils essayent de récupérer tout l'argent qu'ils prêtent pour sauver la bourgeoisie de la crise, ces politiques se réalisent à travers une imposition agressive qui a pour conséquence la création d'une situation explosive partout en Grèce. Le taux de chômage en ce moment en Grèce dépasse peut-être 25%. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui sont sous le seuil de la pauvreté. Ceux qui se trouvent sous ou près du seuil de pauvreté sont aussi 25%. Et à ce pourcentage, on doit aussi ajouter tous les immigrés qui sont misérables, qui vivent à l'écart du fonctionnement économique et politique. Par rapport au deuxième point de la question, quant à la subjectivité, à la conscience de classe et ceux qui s'engagent dans la lutte des classes, je crois que la conscience de classe est en liaison dialectique avec la lutte sociale de classe. C'est un fait aujourd'hui qu'une classe économique privilégiée vit aux dépens de la majorité sociale, du grand pourcentage de la société grecque. Elle s'accapare toute la richesse et n'arrêtera jamais, tant qu'elle pourra se débrouiller dans la crise. Donc cette conscience qui s'élargit à travers plusieurs classes sociales, qui apparaît à travers les nombreuses manifestations ou à travers les attaques quotidiennes contre des politiciens institutionnels qui évitent toute apparition publique, ou à travers les manifestations qui se déroulent ces dernières années et pour lesquelles les confédérations syndicales rassemblent des gens qui ne viennent que pour s'opposer au gouvernement. Elle apparaît à travers d'autres formes d'action, des groupes qui s'organisent autonomement, la création d'assemblées populaires, le nombre croissant de travailleurs dans les syndicats de base, et aussi par beaucoup d'autres formes d'organisation. Il faut encore dire qu'il y a un grand nombre d'anarchistes en cette période. Il y a beaucoup d'activités et de groupes qui, bien sûr, à un moment, comme aussi les assemblées populaires et les syndicats de base, devront converger vers une centralité, avec une base politique ayant pour objectif la révolution. Quant à la question du caractère de l'affrontement et de la lutte de classe aujourd'hui, il faut souligner que dans les manifestations qui s'organisent, il y a des milliers de gens qui participent. Et la plupart d'entre eux participent aux affrontements, encore plus que les anarchistes. La plupart du temps, ils les provoquent et ils ne sont pas isolés. C'est vraiment un caractère de ces manifestations, la revendication politique de toute cette haine sociale contre le Parlement. Et particulièrement lors de la première manifestation organisée par le syndicat GESE. Le 5 mai 2011, pendant le vote de la première politique d'austérité et la mise sous tutelle de la Grèce par la Troïka, il y a eu une tentative d'envahir en masse le Parlement. Et c'est quelque chose qui s'est reproduit lors d'autres manifestations.
Malheureusement, l'État, en déployant beaucoup de forces policières, a réussi à empêcher l'occupation du Parlement grec par le peuple grec. Par ailleurs, les affrontements sont inévitables quand il y a d'immenses manifestations dans le centre d'Athènes. Comme j'ai dit, il y a des milliers de gens qui participent et les manifestations les plus violentes sont celles à l'occasion des votes de nouvelles politiques d'austérité. Par exemple, quand il y a eu le vote de la politique intermédiaire de la première politique d'austérité en juin 2010, ou quand ils ont voté la deuxième politique en février 2012. Il y a eu des affrontements très violents, dans le centre d'Athènes surtout, entre des très nombreuses personnes et la police, et aussi des attaques par de nombreuses personnes contre des banques et des immeubles gouvernementaux. D'abord, il faut dire que quand Lutte révolutionnaire a commencé son action, les politiques néolibérales étaient déjà présentes en Grèce, avec tout ce que cela implique comme division entre exploiteurs et exploités. L'idéologie dominante était en train de s'imposer et déterminer les exploiteurs en général. En commençant son action dans une telle situation avec, comme je l'ai déjà dit, les politiques néolibérales déjà présentes, Lutte révolutionnaire essayait, à travers son discours et sa pratique, de briser et d'écraser cette idéologie dominante, afin de mettre en valeur la solidarité de classe dans la société grecque. Après la crise systémique internationale, la politique néolibérale ne pouvait plus exister. Comme je l'ai dit, la structure des classes sociales en Grèce a radicalement changé. La classe des petits salariés a été marginalisée, la classe moyenne est en train de se faire laminer et disparaît. D'un autre côté, la bourgeoisie devient toujours plus forte, une élite économique. En ce moment, l'image générale que l'on a du pays est similaire à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui cherchent à manger dans les poubelles, des gens qui ont faim, et chaque jour des cas d'évanouissement dans les écoles. Dans cette situation, il est logique qu'il n'y ait aucun accord possible avec le système ou avec la politique ou avec son modèle économique. La lutte armée pour nous, en ce moment, en Grèce, est très importante pour se connecter avec l'évolution des classes. En fonction de l'évolution des classes aujourd'hui, on devra alors développer plus spécifiquement notre plan et notre programme politique par rapport au développement d'un mouvement révolutionnaire. En ce moment, tout le monde dans la société grecque essaye de trouver une sortie de secours à la crise, qui est la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. La question « Comment sortir de la crise ?» dépend d'une analyse de la crise qui, pour nous, est une crise systémique. Ses bases se trouvent dans les divisions de classe et sociales. Et nous pensons qu'il ne peut pas y avoir une sortie de secours à la crise sans le renversement du système dans son entier, du capitalisme, de l'économie de marché, de la démocratie parlementaire, et sans rien écarter de ce qui se réfère à cette division. Nous croyons que tout cela est lié. Donc, pour développer n'importe quel plan révolutionnaire, il faut au préalable avoir une analyse sur la crise, en introduisant les possibilités de sortie de la crise et en les connectant avec la nécessité de la révolution sociale. Pour nous, c'est vraiment un des premiers fondamentaux pour socialiser le principe révolutionnaire, pour que ce ne soit pas seulement des références sur les principes de l'anarchisme, mais pour que cela puisse se connecter avec les besoins de certaines parties de la société qui subissent la crise. Nous croyons que la connexion avec ces parties de la société qui subissent la crise économique, qui est pour nous la plus grande crise de l'histoire du système, et dont nous n'avons pas vu le point culminant, se fait en premier lieu à travers cette analyse, et en la communiquant à plusieurs grandes parties de la société. Après cela, la continuité et l'action, qui pour nous se définira par son objectif qui ne peut être autre chose que la révolution. N'importe quelle forme d'action existante doit avoir comme point de départ, comme référence et comme objectif la révolution. C'est pour nous le but. Pour nous, chaque forme de lutte, chaque forme d'organisation et d'action devra avoir comme objectif et comme référence la révolution. Notre but n'est pas de nous organiser pour nous organiser, ou de faire des actions pour faire des actions, mais seulement la révolution. Et vraiment, dans les conditions actuelles, c'est encore plus d'actualité. Il ne peut y avoir de retard. Par rapport à cette idée, nous croyons qu'il faut développer un plan de renversement général qui soit réellement totalisant par rapport aux diverses classes sociales pouvant assimiler la théorie, la pratique, et pouvant créer le début du mouvement radical révolutionnaire qui va jouer le rôle de l'avant-garde pour développer le processus révolutionnaire.
Le but est vraiment pour nous la socialisation de la lutte armée prolétarienne, pour le renversement du système en son entier. C'est dans cette perspective que l'on travaillait, en tant que lutte révolutionnaire, à travers notre action et notre théorie, notre démarche et notre analyse. Même après nos arrestations, lorsque nous étions prisonniers, et aussi aujourd'hui encore, alors que nous sommes en liberté provisoire avec la possibilité de propager nos positions. La seule chose que je veux ajouter par rapport à ce que la camarade a dit, c'est que pour nous, la lutte armée est bien évidemment reliée au renversement social et à la révolution. On a fait ce choix stratégique dans notre analyse des conditions de notre constitution dans le début des années 2000. Pour nous, le but des révolutionnaires est de convaincre de nombreux exploités du renversement du capitalisme et de l'économie de marché. Et vraiment, c'est pour cela que la lutte armée était pour nous un moyen de lutte important et décisif. L'organisation a fonctionné dans des moments cruciaux, dans des situations sociales cruciales, à l'opposé de la politique du gouvernement et du système, avec la spécificité de se relier à un grand nombre de personnes et de travailleurs, afin d'avoir une entente. Nous croyons avoir réussi à le faire dans une grande mesure. Par exemple, nous croyons que l'action contre le ministère de l'Emploi en juin 2005 a été bien perçue par le peuple, parce qu'à ce moment, le gouvernement de Karamanlis faisait passer une loi contre les travailleurs. Un autre exemple est celui de l'action contre l'ambassade américaine à Athènes, et cela parce qu'en Grèce, il y a un fort ressentiment contre les Américains à cause de la participation des États-Unis pendant la guerre civile à la fin des années 40, au coup d'État des colonels en 67, à la partition de Chypre et de toutes sortes d'interventions des États-Unis dans les affaires grecques. Les actions menées tandis que la crise économique était en train de se produire en Grèce et visant les cibles capitalistes étaient aussi bien perçues. En général, on peut dire que les actions ont laissé un héritage illégal. Mais de mon point de vue, certaines actions peuvent être considérées à part. Les actions armées contre la police en réponse au meurtre de Grigoropoulos en décembre 2008 et en janvier 2009 laissent un bon héritage parce que, pour nous, en ce temps-là, on ne se contentait pas de parler seulement d'émeutes, on parlait d'une révolution, c'est-à-dire des opportunités qui s'ouvrent pour un mouvement révolutionnaire qui peut vraiment être un catalyseur, ouvrir des brèches dans le système et développer une situation révolutionnaire. Comme l'a démontré Lutte révolutionnaire, un attentat contre la police, avec une analyse politique, peut permettre à un mouvement révolutionnaire armé d'anéantir tous les mécanismes de défense du système. En général, je crois que les actions qu'on a choisi de faire avaient en majorité l'approbation du peuple. Nous pensons qu'en ce moment, en Grèce, il y a des situations objectives pour qu'une révolution sociale ait lieu. Pourquoi pensons-nous cela? Jusqu'au moment où la crise économique éclate, il y avait un consensus social avec le système. Avec la crise économique et les politiques d'austérité, les politiques des organismes internationaux du FMI, de la BCE et de l'Union européenne qui sont adoptées, c'est le plus grand hold-up social et la plus grande redistribution des richesses aux dépens du peuple. Il y a la redistribution de la base sociale au sommet de la hiérarchie et ces situations a comme conséquence que le consensus n'existe plus entre la société et le système, le capitalisme, le système politique de la démocratie parlementaire. Le système politique et les partis politiques ont perdu tout respect dans la société. Il y a une crise du système qui est multiple, économique, politique, sociale, donc les conditions sont matures pour ceux qui croient que le renversement du capitalisme et de l'économie de marché sont d'actualité et qui en font la propagande. Donc ce sont des conditions positives. De ce point de vue, quand nous avons écrit la revendication de l'action contre la Citibank, et plus encore maintenant, il y a des conditions objectives pour faire la révolution. Mais cela ne signifie pas que cela suffise pour que cela se passe. Personne ne peut dire que les conditions en Grèce sont révolutionnaires parce qu'il manque la condition subjective, la création d'un mouvement révolutionnaire organisé. Il faut créer ce mouvement avec un objectif politique clair qui aura le rôle d'être l'avant-garde. C'est ce mouvement qui va tenter le renversement et qui fera la révolution sociale en Grèce. Nous vivons dans une période où, en 2012, la faillite de l'État grec, voire la banqueroute générale peut survenir. Jusqu'à présent, les politiques qu'élaborent le gouvernement et les organismes internationaux veulent une faillite contrôlée. Ils veulent contrôler la situation, tout privatiser
et tout refiler aux multinationales pour rembourser en partie les créditeurs et les détenteurs de titres de la dette grecque. Nous croyons en tant que lutte révolutionnaire que cela ne se produira pas, que la faillite contrôlée va tourner à la banqueroute. Donc si un mouvement révolutionnaire existe dans cette situation, il pourrait être le catalyseur. Peut-être qu'il se produira par un chaos social, une explosion sociale, une révolution sociale si vous voulez, et un mouvement révolutionnaire organisé pourra développer cette explosion sociale vers une situation révolutionnaire. Voilà les conditions objectives. Par rapport à la faillite contrôlée de la Grèce, c'était un axe sur lequel Lutte révolutionnaire voulait se positionner pour l'éviter. Plus spécifiquement, au début de la crise systémique multiforme en Grèce, l'organisation a débuté son action en se donnant comme objectif de répondre à la crise et de créer des situations encore plus ingérables pour l'État. Quand nous avons compris que la Grèce serait mise sous tutelle du FMI, de la Banque centrale européenne et de l'Union européenne, une chose que nous avions perçue depuis longtemps, quand tout le monde mentait en disant que la Grèce ne serait pas atteinte par la crise, nous nous sommes donné le but de saboter tout cela par nos actions, au moyen de grandes attaques contre la structure économique et politique du système. C'est à ce moment que le camarade Lambros Foundas a été tué. Il a été tué lors de la préparation d'une action dans ce but. Et c'était à un moment où ce plan était à son sommet, parce que l'attaque se préparait, à laquelle le camarade Lambros Foundas devait participer, lorsqu'il a été intercepté par la police et a été tué. C'était juste avant que la Grèce soit placée sous la tutelle de la Troïka, avant le vote de la politique d'austérité. Ce que je veux dire, c'est que l'action de lutte révolutionnaire avait comme but de saboter ce processus, et je crois qu'une présence forte de lutte armée à ce moment-là pouvait atteindre ce but. Et ce message, on l'avait reçu de la part du gouvernement d'alors, car au moment de nos arrestations, ils étaient en train de parler d'un succès, et pas seulement au point de vue politique, mais ils disaient aussi que si ils ne nous avaient pas arrêtés, un grand attentat à cette période aurait pu briser l'économie en quelques heures. Cela, c'est quelque chose que nous a dit un membre du gouvernement grec, mot pour mot. Ce que je veux dire finalement, c'est que la présence d'un fort groupe armé, d'une organisation armée à cette période, pouvait stopper ce processus de faillite contrôlée qui se déroule actuellement et qui est une catastrophe pour la société grecque. Nous ne pensons pas que cette situation va continuer. Le processus de la faillite contrôlée de la Grèce est lié à la capacité de l'État grec d'assurer la plus grande part du remboursement, à ce que nos créditeurs récupèrent l'argent qu'ils ont investi, afin qu'ils aient le moins de pertes possible par rapport à la faillite de la Grèce qui arrive. Nous pensons que dans un futur proche, la faillite va se produire. Une faillite incontrôlable. Et la sortie de la Grèce de l'Union européenne est pour nous une évidence. Et à travers tout cela, nous pensons que la crise est si profonde et si multiple qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Nous avons une analyse par rapport à cela, et notre position est que la révolution est une nécessité, non pas, comme je l'ai dit auparavant, en référence à des principes politiques, mais surtout parce que c'est la seule issue réaliste de la situation présente, qui est une impasse. Quand on parle de situation objective, au-delà de tout accord avec le système dont le camarade parlait, le système lui-même se trouve dans une sale position. En réalité, il est face au mur. Il est dans l'incapacité de se reproduire lui-même, et donc il se tourne vers des formes totalitaires, politiques et économiques. Il essaie de se maintenir et de survivre par ce totalitarisme. Toute cette force est en réalité une faiblesse qui prend la forme de ces actions totalitaires. Pour nous, pour le développement d'un mouvement comme nous le concevons, d'un mouvement révolutionnaire donc, il doit d'abord y avoir une analyse sur laquelle se baser, une analyse politique par rapport à la crise, au fait qu'elle est systémique, inhérente à la nature du système. C'est le capital qui génère la crise. Pour nous, chaque proposition de sortie de crise n'a pas de sens et est un cul-de-sac si elle ne réussit pas à sortir une fois pour toutes du système capitaliste, de l'économie de marché et de la démocratie parlementaire. Les propositions formulées ces dernières années par la gauche parlementaire pour sortir de la crise, qui soutenait par exemple la sortie de la Grèce de l'Union européenne, le retour au drachme et à la possibilité du pays de dévaluer sa monnaie pour que le pays puisse reprendre sa croissance. Tout cela a déjà fait faillite parce que le système lui-même, ainsi qu'une importante fraction de l'élite économique européenne, propose déjà ce plan de retour au drachme. En réalité, ils veulent sortir la Grèce de l'Union européenne pour sauver le plan d'une économie européenne homogène et pour sauver la construction européenne. Pour nous,
Toutes ces propositions, comme toute proposition qui n'envisage pas la sortie du système, sont des cul-de-sac. La seule issue et la seule proposition réaliste est la révolution et le renversement du système, pour laisser derrière nous cette crise, et chaque crise que le système peut engendrer. À notre avis, chaque tentative du système pour sortir de la crise se fera à travers l'euthanasie sociale des plus grandes parties de la société, non pas seulement en Grèce, mais partout. Plusieurs guerres doivent avoir lieu pour que le système puisse surmonter le problème. Les analystes officiels parlent de croissance zéro. Ils parlent d'un manque d'issue de la crise du système. Et ce n'est pas à nous de devoir proposer des alternatives pour que le système aille mieux. Nous ne pensons pas, bien entendu, que le système s'effondrera par lui-même. Nous pensons que seul un mouvement révolutionnaire peut réaliser cet objectif, qu'aucune crise ne peut conduire à la faillite du système. C'est une vérité que l'histoire enseigne. Par rapport à la Grèce, le plan pour le renversement du système et la nécessité de créer un mouvement révolutionnaire, il faut remarquer que de nombreuses personnes qui vont à de grandes manifestations voient que les manifestations n'ont pas de perspective, que les marches ou même les insurrections sont des événements qui n'ont pas pu renverser les politiques économiques du gouvernement et de la Troïka, que ces personnes donc disent qu'il faut prendre les armes. Ce sont des voix dispersées, que l'on entend souvent et qui n'appartiennent pas à un courant politique. Pour nous, il est nécessaire d'essayer de rassembler dans les différents aspects d'un mouvement révolutionnaire tous ces gens qui sont en train de subir la crise économique. Ce mouvement révolutionnaire, nous devons le construire dès maintenant. Nous avons déjà du retard. Un axe fondamental pour cela, comme je l'ai déjà dit, c'est que l'analyse se socialise. Cette analyse qui explique pourquoi la crise est systémique et pourquoi la révolution seule peut la surmonter. Ce mouvement révolutionnaire peut collectiviser et socialiser la nécessité d'utiliser les armes, parce qu'une révolution ne peut pas ne pas être violente. Pour nous, ce plan doit avoir comme principal objectif non seulement la sortie de la Grèce de l'Union européenne, chose qui, à notre avis, peut être une évolution de la crise, mais une sortie radicale du pays de l'économie de marché, de l'économie capitaliste, une rupture des relations du pays avec les marchés, l'effacement de la dette que le pays a envers l'élite économique, l'attaque contre la grande propriété, l'expropriation et la socialisation de la propriété de l'Église, qui est très grande en Grèce, la création de formes d'organisation économique, politique et sociale horizontale, l'abolition radicale de l'État, la création de structures politiques qui empêcheront l'émergence d'un nouveau pouvoir à la place de l'ancien, la défense de ces nouvelles formes d'organisation horizontale de la société qui auront au centre le principe de la commune. Les conseils de travailleurs, les assemblées populaires dans les quartiers, tout cela seront les cellules de la nouvelle société. Ce seront elles qui décideront de tout ce qui concerne la production et l'organisation politique et sociale du pays. Nous croyons qu'elles devront tenter de se fédérer à l'échelle du pays. De plus, une révolution générale doit se faire de la même manière, avec une fédération à l'échelle mondiale. Pour la Grèce, ce projet doit se réaliser maintenant. Et nous croyons que créer ce mouvement révolutionnaire radical dès maintenant est une nécessité. Pas seulement un programme politique, un principe à appliquer, mais vraiment un besoin vital pour tous, pour toute la société, pour vraiment passer à une société sans crise, une société politiquement et économiquement égalitaire et politiquement libre. Un mouvement révolutionnaire doit avoir des buts spécifiques et clairs. Il doit avoir comme réponse à la crise non seulement la sortie rapide du pays de l'Union européenne, du capitalisme et de l'économie de marché, il doit stopper le remboursement de la dette aux créditeurs et à tous ceux à qui l'État grec a emprunté, à savoir le grand capital. Il doit exproprier la propriété du grand capital, à savoir les entreprises et le capital multinational et national, exproprier ce qui restera à l'État grec, la propriété de l'Église, socialiser les moyens de production et toute la propriété du capital et de l'État grec, socialiser dans tous les secteurs, de la production, de la santé, de l'éducation, des transports, des biens et des personnes. Il faut détruire la démocratie parlementaire et en plus, selon nous, l'État doit disparaître et faire place à une fédération d'assemblées générales, de conseils de travailleurs, d'organismes autogérés où, à travers un processus de démocratie directe, chacun pourra participer aux prises de décision concernant son existence. Selon nous, nous sommes en train de vivre un moment historique. Il y a des opportunités devant nous et une de ces opportunités pourra être, dans un futur proche, la banqueroute qui est en marche, qui ne pourra être contrôlée.
Un mouvement révolutionnaire pour entrer en interaction avec l'insurrection sociale qui peut survenir et donc, à travers cela, propager l'action révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire organisé pourrait, par exemple, lors des manifestations qui se produisent ces derniers temps, s'y intégrer en faisant des occupations durables de bâtiments gouvernementaux et d'accélérer l'effondrement de la politique du gouvernement. Nous pensons que ce sont ces actions que, stratégiquement, un mouvement révolutionnaire organisé, sachant ce qu'il veut faire et quel est son but, doit réaliser. C'est exactement notre optique dans notre lutte avant les arrestations, dans notre lutte dans la prison, et maintenant que nous sommes libres, c'est cette optique que nous avons aussi pour le procès. Comment renforcer le principe de la révolution et l'étendre au niveau international? Dès le début, nous avons travaillé dans une perspective mondiale. Nous croyons qu'en réalité, une inculpation, une condamnation, un procès n'ont pas de valeur réelle s'ils ne sont pas utilisés comme un outil pour la révolution. Pour nous, la manière dont nous abordons ce procès est la continuité de lutte révolutionnaire et de son caractère politique. C'est exactement la tentative de communiquer tous les principes qu'on a dit précédemment dans nos textes et le développement d'une organisation de lutte révolutionnaire qui ne sera pas seulement grecque, mais qui sera mondiale. Car nous croyons que le principe révolutionnaire, à un moment, sera d'actualité dans d'autres pays qui ne sont pas encore vraiment en crise. Ce que nous vivons à l'échelle sociale va se répandre dans toute l'Europe, dans les pays développés, et les conditions qui seront générées par la crise vont rendre d'actualité, partout dans le monde, une tentative dès maintenant de sortir de la crise par la révolution. Donc nous ne pensons pas que toute cette histoire de procès, d'accusation de lutte révolutionnaire est une bonne occasion. C'est un moyen pour propager le principe révolutionnaire, dont la mondialisation est pour nous incontournable.